Eh bien, je vais évoquer aujourd'hui avec vous, chers téléspectateurs, une période compliquée, celle que généralement l'on présente comme correspondante aux heures les plus sombres de notre histoire, pour en révéler certaines facettes inattendues, en particulier les conditions dans lesquelles certains intellectuels, écrivains, personnalités diverses de l'avant-guerre sont passés du socialisme pacifiste auquel ils adhéraient au cours des années 30 jusqu'à la collaboration, le terme d'ailleurs devant être pour beaucoup d'entre eux fortement nuancé. Je commencerai avec un cas tout à fait exemplaire, puisqu'il s'agit de René Gérin, arrêté en septembre 1944, présenté en juin 1945 à la Cour de justice et accusé d'intelligence avec l'ennemi. Jusque-là, tout cela peut paraître assez banal. Ce qui l'est moins, c'est le profil de l'intéressé. Démocrate antifasciste bien connu des années 30, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme, membre du comité directeur des intellectuels antifascistes, ce fameux comité de vigilance mis en place au lendemain des émeutes de la Concorde du 6 février 1934, et rédacteur au cours de l'avant-guerre d'un journal pacifiste intitulé Le Barrage. Eh bien, on lui reprochait d'avoir été entre 40 et 44, critique littéraire au journal L'Œuvre, accusé lui-même de collaboration. Alors voilà René Gérin condamné à 8 ans de travaux forcés, affecté d'une indignité nationale à vie, de 10 ans d'interdiction de séjour. Il est transféré à Clairvaux en août 1945, mais il aura une remise à peu près totale de sa peine parce que ses amis de la Ligue des droits de l'homme vont quand même intervenir en sa faveur. Alors le pauvre n'a pas très bien compris ce qui lui arrivait, d'autant que dans ses chroniques littéraires, il avait fortement critiqué Céline, qu'il avait même accusé d'être un résistant. Donc tout cela traduit bien, ce cas particulier traduit bien l'atmosphère un petit peu étonnante qui règne à cette époque, d'autant que le cas en question est loin d'être un cas isolé. Nous allons en voir un certain nombre d'autres. C'est le cas par exemple de Louis Lecoing. Louis Lecoing était un militant libertaire, un militant anarchiste, secrétaire du Centre de liaison contre la guerre, donc farouchement pacifiste au cours des années 1930. Il est un des initiateurs, au moment où la guerre va se déclencher, en septembre 1939, il est l'un des initiateurs d'une pétition en faveur de la paix qui va réunir essentiellement des signatures de gauche. On verra ainsi celle de Marcel Déat, le leader du courant néo-socialiste, qui lui ensuite finira dans la collaboration durant l'occupation à la tête du Rassemblement national populaire, mais qui venait à l'évidence de la gauche. Il y a également dans ses signataires Marceau Pivert, celui qui s'était fait remarquer en 1936, en juin 1936, avec sa fameuse tribune dans le journal socialiste Le Populaire, intitulée « Tout est possible », en expliquant qu'il était temps, avec la victoire électorale obtenue au printemps 1936, d'en finir avec le capitalisme et de ne pas se contenter de quelques réformes homéopathiques. Tout cela sont sur l'idée qu'il faut quelque part mieux être allemand que mort. Avec eux, on trouve le radical socialiste Léon Imry, le philosophe Alain, Émile Chartier de son vrai nom, dont nous reparlerons ultérieurement, des journalistes de sensibilité anarchiste, Félicien Chalet, qui avait écrit un bel ouvrage consacré à Peggy socialiste, mais aussi Henri Janson, qui aura une longue carrière ensuite au cours de l'après-guerre. Il y a là aussi
aussi Jean Giono, le célèbre écrivain, dont nous reparlerons aussi dans un instant, le cégétiste Georges Dumoulin, donc tout un ensemble de personnalités d'origine assez diverses. J'oubliais Ludovic Zoretti, de la Fédération de l'enseignement. Hein. Les enseignants sont fortement représentés dans ce courant pacifiste. Donc un rassemblement un petit peu hétéroclite, mais enfin très marqué à gauche, pour dénoncer la guerre et s'opposer vigoureusement à la guerre. Le coin est arrêté d'ailleurs au moment où celle-ci se déclenche, hein, le 4 septembre 1939. Il est arrêté le lendemain de la déclaration de guerre. Jean Giono va être arrêté lui aussi et va se retrouver en prison de septembre à novembre 1939. Il retrouvera la prison d'ailleurs au moment de la libération. Alors, comment expliquer ces prises de position? Il y a un courant pacifiste très puissant en France tout au long des années 30. Hein. Alain l'incarne très bien. Hein. C'était une figure du pacifisme radical. On connaît son essai célèbre, Mars ou la guerre jugée, et il a eu de nombreux disciples. Alain qui écrira jusqu'en 1942 des articles pour la Nouvelle Revue Française, qui échappera à l'épuration, nous verrons comment, mais qui en tout cas avait été l'un des fondateurs du fameux comité de vigilance des intellectuels antifascistes en 1934. Il y a d'autres figures intéressantes également. On peut retenir celle de René Château, qui a été d'ailleurs élève d'Alain. Alain était professeur de philosophie au lycée Henri IV et a vu passer dans ses classes nombre de futurs normaliens. René Château est de ceux-là. Mais René Château est un homme qui lui aussi vient tout à fait de la gauche. Il est membre du Grand Orient, donc il est franc-maçon. Il est au comité central de la Ligue des droits de l'homme. Il prend position, comme toute une partie de la gauche, on pense principalement à tous les socialistes regroupés autour de Paul Faure, en faveur des accords de Munich en septembre 1938. Et quand s'installe le régime de Vichy, il est de ceux qui entendent contribuer à l'édification, à la construction d'un parti unique qui pourrait engager la vaste entreprise de rénovation à laquelle appelle le maréchal Pétain et qui semble inscrite dans le projet de la Révolution nationale. Il se retrouve là avec Charles Spinasse, avec Gaston Bergerie, le leader du frontisme d'avant la guerre, qui lui aussi est un homme qui vient de la gauche. Il y a là aussi Jean Montigny, Louis Deschizot, le député maire de Châteauroux. Alors tous ces gens-là se réunissent pour réfléchir justement à ce que pourrait être ce parti nécessaire à la résurrection nationale, hein, en octobre 1940, au siège d'ailleurs du Parti populaire français de Jacques Doriot. C'est un échec, cela n'a pas de suite, mais René Château va ensuite donner régulièrement à l'œuvre des chroniques, des articles. Hein. C'est un spécialiste de l'école, il donne plusieurs textes consacrés à l'école laïque durant cette période. Hein. Alors cet homme va ensuite avec Alain rejoindre en 1943 la Ligue de la pensée française. Alors tout ça, ça fait beaucoup évidemment. Quand on arrive à l'été 44, il est arrêté donc au moment de la libération. On va le retrouver incarcéré dans le sinistre institut dentaire de l'avenue de Choisy. Hein, les communistes avaient installé là une sinistre tchéka où de nombreux assassinats ont été perpétrés, où les détenus ont subi les pires tortures. Cette réalité-là est bien connue aujourd'hui. Un ouvrage paru il y a quelques années qui était le fait de deux
journaliste courageux, a jeté une lumière tout à fait décapante sur ces à-côtés de la libération parisienne. Hein. Alors il sera libéré en septembre 1944, mais sous le pseudonyme de Jean-Pierre Abel. Eh bien, il rendra compte de cette triste expérience dans un récit intitulé « L'âge de Caïn ». Alors il y en a d'autres personnages tout à fait intéressants qui présentent des parcours un petit peu analogues. On peut penser par exemple à Claude Jamay. Claude Jamay, qui est le père de Dominique Jamay, qui est un de nos meilleurs journalistes et depuis longtemps. Claude Jamay a été l'élève d'Alain, lui aussi. Hein. C'est Alain qui l'a formé à la philo. Il a été reçu à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en 1928. Il est de la promotion de Maurice Bardèche et de Robert Brasillac. Il sera agrégé en 1932, une carrière de professeur à Bourges puis à Poitiers, et il va rejoindre au cours des années 30, je dirais presque tout naturellement, après avoir été l'élève d'Alain, il va rejoindre le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Il est ensuite tout à fait acquis au grand rassemblement de gauche qui se constitue au cours des mois suivants et qui va aboutir à la victoire au printemps 36 du Front populaire. Hein. Il collabore à la France socialiste et à Germinal, présenté comme l'hebdomadaire de la pensée socialiste française, donc quelqu'un, on le voit, dont les attaches sont très clairement inscrites à gauche. Quand la guerre éclate, et quand elle se prolonge, il est pour que la France maintienne au maximum sa neutralité, parce que pour lui, il y a deux puissances qui ne valent pas mieux l'une que l'autre. C'est la Russie de Staline, bien sûr, d'un côté, mais c'est aussi l'Amérique de Roosevelt. Et il considère finalement que dans un contexte comme celui-là, eh bien, l'Allemagne peut apparaître comme un moindre mal, d'autant plus qu'il voit des complémentarités entre la France et l'Allemagne pour la perspective de construction d'une Europe nouvelle. C'est un projet, une idée qui a séduit de nombreux esprits alors. Avec le recul du temps, on peut considérer qu'il s'abusait dans une large mesure, qu'il s'agissait là d'un rêve qui correspondait guère aux réalités et aux rapports de force du moment, mais c'est en tout cas un courant qui a été assez significatif dans l'intelligentsia de la période. Hein. C'est ainsi que Claude Jamay résumait en quelque sorte sa position. La collaboration est une nécessité alimentaire, militaire, économique, mais aussi une chance politique et historique que nous devons saisir. Hitler et la guerre ne sont pas éternels. De son vivant ou après lui, le retour de la paix humanisera l'hitlérisme. Alors, un choix évidemment qui peut être discuté, mais qui explique aussi ces prises de position de l'époque. Alors, il est arrêté évidemment en 1944. Il va passer une centaine de jours à la prison de Fresnes. Finalement, on n'a pas grand-chose de précis, de concret à lui reprocher. Il sera finalement relaxé, mais révoqué quand même de l'éducation nationale, comme beaucoup à l'époque. Hein. On pense notamment à Maurice Bardèche, qui n'a aucunement été actif sur le plan politique durant cette période, mais qui avait le tort d'être effectivement le beau-frère de Robert Brasillac. Alors, il va ensuite, d'ailleurs, Claude Jamay, retrouver ses anciennes amitiés de gauche après la guerre, puisqu'il rejoindra le Parti radical socialiste en 1954. Alors, on pourrait penser que Alain risquait d'être inquiété en 1944-45. Ce ne fut pas le cas. Et même quand il va mourir en 1951, eh bien, les éloges ne manqueront pas pour évoquer cette grande figure intellectuelle de la
première moitié du XXe siècle, hein. Mais la publication ensuite de son journal intime a jeté une certaine ombre sur tout cela, puisqu'il nous explique par exemple que j'espère que l'Allemagne vaincra, car il ne faut pas que le général de Gaulle l'emporte chez nous. Et d'autre part, il est remarquable que la guerre revient à une guerre juive. Alors, on le voit, ces textes-là n'étaient pas connus au moment de sa mort, mais Alain, en tout cas, est passé au travers en 1944. Ça n'a pas été le cas de Giono. Jean Giono, le grand écrivain provençal, le chantre du retour à la terre, né en 1895, donc de la génération qui est appelée à être entraînée dans la tourmente de 1914. Il a connu l'expérience de la guerre, il en a tiré un roman, d'ailleurs, Le Grand Troupeau, en 1931, et une guerre qui l'a converti au pacifisme le plus radical, hein. Il va rejoindre l'association des écrivains et des artistes révolutionnaires, qui est une association, une émanation plus ou moins discrète du Parti communiste, mais il va quitter cette mouvance quand le Parti communiste, à partir de 1935, va prendre position pour le réarmement au nom de la lutte antifasciste, au moment où le Comintern change de stratégie et appelle les partis communistes à créer de grandes alliances populaires, comme en Espagne, comme en France, au nom de la lutte contre l'antifascisme. Alors là, Giono prendra ses distances. Il apparaît à l'époque, dans la seconde moitié des années 30, un petit peu comme une sorte de gourou de tous les jeunes pacifistes qui sont nombreux à l'époque, notamment dans les rangs du Parti socialiste, dans sa bergerie du Contadour. Il accueille tous ces jeunes qui voient en lui un maître à penser, hein, avec parmi eux certains dont le parcours est tout à fait intéressant. Je pense notamment à Marc Augier, plus connu sous son nom littéraire de Saint-Loup, qui aura été avec le Front populaire l'un des animateurs des auberges de jeunesse imaginées par Léo Lagrange, et qui ensuite, parce que il vu dans la Seconde Guerre mondiale une manœuvre contre la paix venue du camp démocratique, se retrouvera dans la collaboration dans les rangs de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, et même de la brigade SS Charlemagne ensuite, hein. Donc il y a toute une jeunesse qui se retrouve là autour de Giono, ce qui va évidemment le mettre en toute première ligne, d'autant qu'il a publié en 1937 Refus d'obéissance, puis l'année suivante Lettres aux paysans sur la pauvreté et la guerre. Alors, on a dit déjà tout à l'heure qu'il était arrêté en septembre 1939 et libéré en novembre, mais pendant la guerre, il va apparaître à beaucoup comme un intellectuel qui apporte sa caution en quelque sorte à toute l'exaltation des racines terriennes chères au régime de Vichy. On se souvient la formule du maréchal Pétain, la terre qui ne ment pas. Or, Giono apparaît avec des ouvrages comme Regain, comme Que ma joie demeure, etc., comme un chantre des vertus paysannes, comme un chantre du retour à la nature et à la terre, même si celui-ci est un peu idéalisé. De plus, il a publié dans le journal La Gerbe, en feuilleton, Les deux cavaliers de l'orage, son roman. Donc il est une cible toute trouvée. La résistance va même attaquer sa maison à Manosque en 1943, et au moment de la libération, Lucien Aubrac, considéré aujourd'hui comme une des icônes de l'époque pour l'historiquement correct, réclame son arrestation, voire son exécution. Il sera arrêté en septembre 1944, détenu jusqu'à la fin du mois de janvier 1945, assigné
assigné à résidence dans les Bouches-du-Rhône, et il sera bien sûr sur la liste des interdits réalisés par le Comité national des écrivains, le CNE, dont Albert Parras dira qu'il s'agit de CNE, C-E-S-H-A-I-N-E-U-X. Les lettres françaises liées au Parti communiste vont se déchaîner contre lui, on va assimiler son panthéisme au paganisme nazi, et il faudra attendre les années 50 pour qu'il soit pleinement réhabilité. Alors ces divers parcours témoignent donc d'une époque compliquée au cours de laquelle s'effectuèrent des allers-retours politiques et idéologiques parfois inattendus, raison de plus pour ne pas juger de la dite époque sur le mode manichéen, cher aujourd'hui à l'historiquement correct. Encore un homme extraordinaire, Maurice Noguès, un des as de l'aviation civile. Alors, il est un peu oublié, et c'est vraiment pas normal qu'il soit oublié, parce que c'est un type formidable, vraiment formidable. Alors, Maurice Noguès, il naît dans une famille cultivée en 1889, en Bretagne. Son père est polytechnicien, et il est colonel d'artillerie, et sa maman vient d'une grande famille, très à l'aise, très riche, et c'est une maman tendre, gentille, ça sera un enfant très gâté et toujours très attaché à la Bretagne, le Ménez-Bray, pour ceux qui connaissent, c'est le Finistère, c'est la Bretagne bretonnante, la Bretagne des légendes. Alors, elle est tellement tendre, cette maman, qu'en 1900, il est pas bien vieux, il a 11 ans, elle lui offre une Rolls. Une vraie, pas un jouet, une Rolls, oui, parce qu'il est très intéressé par la mécanique. Donc c'est quand même un très beau cadeau. Et effectivement, alors à l'époque, il est au lycée Hoche à Versailles et il bricole sa Rolls, il apprend à la conduire comme ça. Oui, voilà, il y a des parents qui sont très généreux. Quand il a 19 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa Rolls pour s'acheter un avion. Et il ne prévient pas la maman. Mais alors, elle a un petit peu de difficulté à accepter ça, parce que c'est super dangereux, bien sûr. L'aviation est à son début. Il y a eu quand même, en 3 ans, il y a eu 112 jeunes aviateurs qui se sont tués bêtement en faisant des essais comme ça. Et effectivement, on lui dit, quand il achète l'avion, voilà, pour décoller, vous tirez sur le manche, vous faites ceci, vous faites cela. Ça marche, mais le deuxième vol, un coup de vent pas prévu, il s'écrase. Bon, plus de peur que de mal, mais l'avion est détruit. Bon, qu'à cela ne tienne, la maman va racheter un second avion qui sera un voisin. Elle est vraiment gentille, cette dame. Et là, bien, il commence à apprendre à bien piloter, parce qu'il a compris que le vent, c'était l'ennemi numéro 1, et qu'il avait beau maîtriser les commandes, maîtriser les ailes, tout ça, s'il y a un coup de vent pas prévu, eh bien, ça se termine mal. Il va commencer à faire des sortes de réunions aéronautiques comme ça. Il est très bon. Et pourtant, c'est quelqu'un de... Bon, il est grand pour son époque, 1m78, très maigre, et surtout, il a des problèmes de santé très, très lourds. Il est cardiaque, il a des problèmes cardiaques sérieux, des problèmes pulmonaires. Ça sera quelqu'un de toujours très maladif, mais avec une énergie et une intelligence remarquables. Comme quoi, quand on veut, on peut. La guerre arrive, 1914, il est réformé pour insuffisance cardiaque, mais il est très patriote, donc il s'engage comme mécanicien, bien sûr, dans l'armée de l'air balbutiante. Il commence comme tout petit, comme mécanicien, il est très bon, et puis il dit, vous savez, moi je sais piloter, c'est ma passion, donc il va passer son brevet militaire et devenir pilote, d'abord comme dans une escadrille de bombardiers, c'est-à-dire qu'il a un copain derrière qui lâche les bombes, plouf, comme ça, ou qui lâche. Et il est excellent. Il va ramener, son avion va être mitraillé plusieurs fois, il va réussir à se poser avec un avion quasiment en miettes, et son collègue derrière qui a reçu une balle dans la poitrine, il va réussir à poser l'avion. Et le second aviateur va être sauvé. Une fois, c'est lui qui a un malaise, parce que toujours ces problèmes cardiaques, et il va s'écraser tout seul, il va être
grièvement blessé. Et son pire accident, il sera à cette époque-là dans l'escadrille des Cigognes, bien connue, bien sûr, Guynemer, Guynemer qui va être tué en 1917. Son pire accident, c'est en 1918, au printemps 1918, où il va être mitraillé, va s'écraser avec de très graves blessures à la tête et au visage. La guerre est finie pour lui, là, et longue convalescence. Il en profitera pour se marier en juillet 1918 avec l'amour de sa vie. Et ça, c'est un moment fabuleux. Il faut parler un petit peu de cet amour-là. Sa femme, c'est une Bretonne, c'est une veuve de guerre, une jeune veuve, jolie comme tout, émouvante, gentille, compréhensive. C'est surtout ça qu'il faut pour un homme comme lui. Et il va lui écrire tous les jours. Donc, on a toutes les lettres et on sait presque minute par minute ce qu'il va vivre pendant toute la durée de sa vie, qui sera courte malheureusement, parce que ce genre de gens, ça termine pas à 90 ans, il mourra à 45 ans. Mais il écrira à sa femme, sa petite épagnole, comme il l'appelle, c'est trop mignon. Et lui, c'était le renard. Et ça sera un couple vraiment merveilleusement uni. Alors la guerre se termine, mais il a la passion de l'aviation. Et il va être le pionnier de l'aviation civile. C'est-à-dire qu'il commence par entrer dans une compagnie, il va s'en créer plein des compagnies à cette époque-là, les frères Ferman, tout ça. Il y en a plus d'une dizaine en 1920. Il va choisir la franco-roumaine et ça commence par un vol Paris-Strasbourg. Vous allez me dire, c'est pas très loin, c'est pas très compliqué. Ben si, c'est compliqué parce que à l'époque, eh bien évidemment. C'est plus long que la traversée de la Manche. Hein. Exactement, exactement. Et puis il y a toujours le problème des nuages. Si on voit rien, comment on se repère? Alors il devient très bon en géographie. Hein. Là, il n'y a pas un cours d'eau qui lui échappe, etc. Mais s'il y a des nuages, il est obligé de descendre et de voler quasiment en rase-motte. Et puis sa grande passion, c'est le vol de nuit. Et là, il va être aussi un des pionniers. Et il travaille bien ses trajets et il va réussir à voler de nuit en sécurité. Ce qui paraît, maintenant évidemment c'est tout à fait banal, mais à l'époque c'était vraiment exceptionnel. Et il a une idée, c'est l'Orient. Il veut toujours aller plus à l'Est, toujours plus. Alors il va finir par quitter la franco-roumaine parce que ça va pas assez loin. Il va rejoindre Constantinople, il va rejoindre Beyrouth et il a surtout une vision extrêmement moderne parce qu'il veut vraiment créer des lignes aériennes qui soient régulières, avec des horaires, en toute sécurité et qui peuvent voler la nuit. Rien que ça. Et pour ça, eh bien, ça suppose qu'il va défricher en fait les routes aériennes. Il va tout essayer et il va se dire ben non, là je peux pas passer, c'est trop dangereux. Là il y a des montagnes, là il y a des coups de vent pas prévus. Et il finira. Puis en plus il y a la politique qui s'en mêle. Il veut éviter l'Allemagne, il veut éviter la Turquie parce que la Turquie n'est pas leur ami. Donc il se dit finalement pour aller vers l'Orient, le plus simple c'est de passer par la Méditerranée. Mais la Méditerranée c'est lent et dangereux. Et donc, il a l'idée de faire cette partie-là en hydravion. Il passe son brevet d'hydravion. Et il acquiert un hydravion qui fait peindre en orange, en se disant, si je tombe à l'eau, on me verra. Ce qui n'était pas idiot du tout, parce qu'il va beaucoup tomber à l'eau. Et il a un moteur très fiable, qui est un Jupiter de Gnome et Rhône. Malgré ça, premier vol, crac, le moteur lâche. Ils tombent à l'eau. Et ils tombent à l'eau, ils sont deux dans cet hydravion. Alors, ils essayent la radio, qui ne marche pas, évidemment. Ils ont 2 pigeons voyageurs. Mais les pigeons voyageurs, ils sont en pleine tempête, ils n'ont jamais connu ça, et ils restent soigneusement à l'abri. Donc, ils se retrouvent comme des idiots sur leur hydravion qui est ballotté. Finalement, un bateau norvégien va venir les sauver. Noguès monte à bord. Le radio essaye de stabiliser l'hydravion pour qu'on le mette en remorque, mais dès qu'il monte à bord, le capitaine norvégien, qui est quand même un salaud, hein, disons-le, dit « Ah bah, il n'y a plus personne à bord, prise de guerre, je prends l'hydravion. » Ça va faire beaucoup de soucis. Malgré ça, il lâche rien. Il va aller jusqu'à Bagdad, et il va pousser toujours plus vers l'est. Il va arriver à Saïgon, finalement, et ça sera en fait le début d'Air France. Hein. Ça sera le début d'Air France, avec des lignes régulières qui emmènent le courrier, qui emmènent des passagers. Finalement, une fois à Saïgon, il va revenir vers Paris en 1934, un fatal mois de janvier 1934, et c'est même pas lui qui pilote, c'est un autre pilote, l'avion est un 2 voitines,
Et tout ce voyage a plein de signes de mauvais augure. Ils seront très, très à table à l'escale de Bagdad, ce genre de choses. On va leur offrir des fleurs blanches, qui est un signe de deuil en Asie. Ils étaient tout près de Paris. Ils arrivent au-dessus de Lyon, il y a une tempête terrible, ils décident de s'arrêter à Lyon, puis de repartir, et finalement l'avion, avec tous ses passagers, va s'écraser dans le Morvan le 15 janvier 1934, alors que tout le monde les attend à Paris. Il y a une grande fiesta qui les attend. L'avion va s'écraser. Il y avait à bord le gouverneur général de l'Indochine, il y avait le directeur de l'aviation civile, sa femme. Tout le monde va évidemment être tué. On ne va même pas réussir à identifier tous les corps. En tout cas, Maurice Noguès est toujours dans les étoiles et il a vraiment créé quelque chose de fabuleux. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, au livre de Bernard Franck, Le rêve d'Orient, et vous saurez quel homme merveilleux c'était Maurice Noguès. Alors j'ai donc le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre ami Arnaud Imatz, qui est déjà venu à notre émission pour évoquer la question de la légende noire espagnole. Aujourd'hui je l'ai invité parce que nous commémorons cette année, donc en juillet 2016, le 80e anniversaire du déclenchement de la guerre civile espagnole, qui semble appartenir aujourd'hui à une période très éloignée, qui ne suscite plus sans doute les mêmes passions qu'au cours des décennies précédentes, mais qui reste tout de même un objet de débat historiographique très important. Alors Arnaud Imatz, il est particulièrement bien préparé pour nous parler de cette question. C'est un excellent spécialiste de la période. Il a consacré une biographie monumentale à José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange, et il y a maintenant, je crois, près de 30 ans, c'est dans les années 80, une vingtaine d'années, voilà, qu'il a publié aux éditions Economica un ouvrage collectif intitulé La guerre d'Espagne revisitée, et un ouvrage pionnier à beaucoup d'égards, parce que pour la première fois, on sortait des lectures partisanes, exclusives, qui avaient prévalu jusque-là. Il y avait d'un côté, surtout en Espagne, les hagiographes du général Franco, et puis de la croisade nationale, de l'insurrection nationale, et puis d'un autre côté, il y avait toute la foule des auteurs et historiens de gauche, tout cela sous la surveillance vigilante des communistes, qui donnait évidemment une lecture tout à fait différente des événements. On avait eu un premier essai d'une approche, je dirais, à peu près équilibrée avec le livre d'Hugues Thomas au début des années 60, La guerre d'Espagne, mais pour les gens de ma génération, le débat dans les années 60-70 était encore extrêmement vif. Alors je voudrais aujourd'hui que l'on puisse se pencher donc sur ce qu'ont été les lectures successives de la guerre d'Espagne, les interprétations qui en ont été données, les tabous qui demeurent également, les chasses aux sorcières même parfois, je pense à Pio Moa en Espagne. Voilà, nous allons essayer de faire un peu un bilan de tout cela. Alors, la guerre d'Espagne en quelques mots, d'abord j'en rappelle les principales étapes. Après la victoire du Front populaire espagnol en février 1936, un état de semi-anarchie s'installe, la violence se répand dans les rues, le chaos fait que les éléments les plus radicaux de l'extrême gauche s'en prennent aux églises. Il y a plusieurs centaines de morts au cours du printemps 1936. Au bout de tout cela, une insurrection militaire, un coup de force militaire, dirigé par plusieurs généraux, Franco, Mola, Sanjurjo, et puis ce qui devait être un simple coup de force, comme l'Espagne en avait connu pas mal au cours du XIXe siècle, va se transformer en guerre civile, parce que le pouvoir républicain de Madrid va armer des milices populaires, qui vont passer très vite sous le contrôle des anarchistes, puis des communistes, et encore une fois, ce qui devait être un simple coup d'État banal,
banale, si l'on peut dire, va se transformer en une guerre civile qui va durer jusqu'en mars 1939, une guerre civile dans laquelle vont intervenir directement ou pas les puissances extérieures. On voit l'Italie mussolinienne et l'Allemagne hitlérienne soutenir le camp nationaliste, la Russie soviétique et la France du Front populaire soutenir le camp républicain, les Anglais adoptant une attitude plus prudente et plus attentiste. Alors cette guerre civile, elle va être marquée par plusieurs moments spécialement importants. Le coup de force initial va échouer, mais les nationalistes vont prendre le contrôle de la majeure partie du territoire, le nord-ouest, le sud, en dehors de quelques poches dans les Asturies, au Pays Basque ou autour de Malaga et Almeria. Et puis les républicains vont contrôler en gros le triangle Madrid, Barcelone, Valence. Et on va se battre donc farouchement dans l'un et l'autre camp. La guerre d'Espagne va prendre figure, pour certains le diront en tout cas après, de répétition générale avant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle apparaît comme une guerre idéologique qui concerne en premier lieu bien sûr les Espagnols, mais dans laquelle interviennent aussi des étrangers. Les fameuses brigades internationales dans le camp républicain, mais aussi de nombreux volontaires étrangers dans le camp franquiste. Il ne faut pas l'oublier. Au bout du compte, les nationalistes vont réussir à l'emporter après avoir livré de nombreuses batailles. Je pense à la bataille de Teruel, à la bataille de l'Èbre par exemple. Le territoire républicain va se réduire comme une peau de chagrin et finalement, au bout du compte, les nationalistes du général Franco, qui avait installé sa capitale à Burgos, vont entrer en vainqueurs dans Madrid, donc en mars 1939. À l'issue de cela, à peu près 300 000 Espagnols républicains vont émigrer vers la France, des réfugiés politiques de l'époque. Une guerre civile avec un bilan extrêmement lourd. On pourra évoquer tout à l'heure les chiffres successifs qui ont été avancés, mais en tout cas qui va laisser l'Espagne exsangue, l'Espagne en ruine, ce qui explique pour une grande part aussi le souci de maintien de la neutralité qui sera celui du général Franco pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors cette guerre civile, Arnaud Imaz, il a fallu en faire l'histoire, bien sûr, et quelles ont été les premières lectures qui en ont été données? Je crois qu'il faut de suite insister sur la complexité de la situation espagnole et du nombre de sensibilités et de tendances politiques qui existaient à l'époque, parce qu'elles vont avoir bien sûr une incidence ensuite sur les interprétations, dans la mesure où on pourrait dire au fond qu'il y a autant d'interprétations et d'analyses de l'événement, de la guerre d'Espagne, autant d'interprétations qu'il existe de sensibilités ou de tendances politiques. Et de ce fait, si nous prenons le cas des républicains au Front populiste, à l'intérieur du camp républicain au Front populiste, nous retrouvons essentiellement Front populaire. Front populaire. Et pas Front populiste, je vois que le climat actuel conduit à des lapsus révélateurs. Effectivement. Donc, ce Front populaire est composé de communistes, bien sûr, mais qui, au début de la guerre civile, c'est un tout petit parti stalinien, mais un petit parti, de trotskistes, d'anarchistes, de socialistes, lesquels socialistes sont totalement le Parti socialiste est totalement bolchevisé à partir de 1930, fin 33, début 34, et on parlera ensuite de la révolution socialiste en 34. Donc, ensuite, il y a le POUM, qui est un petit parti non pas trotskiste, mais marxiste anti-stalinien. Et puis des libéraux jacobins. Les libéraux jacobins avec comme principal leader celui qui a été le Premier ministre, le président du Conseil, et puis qui sera ensuite le président de la République, Manuel Azaña. Bien, ça pour le camp du Front populaire. Et en ce qui concerne l'autre camp, alors que les Français, nous avons l'habitude, en tout cas les historiens français ont l'habitude de qualifier du camp nationaliste,
mais en réalité, la traduction exacte, je ne me lasse pas de le répéter, bien que ça n'ait aucune, en réalité, aucune guerre d'influence, mais enfin, c'est important. Le camp national et non pas nationaliste, les Espagnols disent el campo nacional, ils ont le mot aussi nationalista, mais ils ne l'utilisent pas précisément, parce que les nationalistes, on pourrait dire, sont une composante du camp national, mais ne constituent pas tout le camp national. Dans le camp national, on retrouve des monarchistes conservateurs, monarchistes libéraux, on retrouve des carlistes traditionalistes, on retrouve des républicains libéraux. Sachez que les principaux intellectuels fondateurs de la République, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Marañón, donc les figures, les phares de la République espagnole, font le choix du camp national. On retrouve des agrariens, des radicaux. Ce que l'on ignore, les agrariens. Les agrariens, c'est le parti, un parti rural, quoi, enfin de paysans. Paysans. Alors, et les radicaux, ce qui est très important, et pourquoi les radicaux? Parce que c'est un parti qui était nourri de francs-maçons, mais le parti radical a gouverné l'Espagne de 1933 à 1936. Avec l'appui de la CEDA, une autre composante du camp national, la CEDA étant la Confédération espagnole des droites autonomes. C'est incroyable. Et qui était un parti catholique. Oui, plutôt. Un parti de sensibilité démocrate chrétienne, oui, avant la lettre, mais démocrate chrétienne. Puis enfin, vous avez les phalangistes. Donc vous voyez qu'il y a énormément de tendances. Oui. Cela dit, il n'empêche que dans l'interprétation, les interprétations ensuite majoritaires, on pourrait dire qu'il y a trois grandes interprétations. La première serait l'interprétation marxiste, celle du Comintern finalement, où nous avons la démocratie face au fascisme. Oui. Donc c'est les pauvres face aux riches. Les blancs, les rouges. Voilà, en réalité. Les civils face à une conjuration militaire. Aux réactionnaires qui refusaient, face aux réactionnaires, qui refusaient toute réforme et qui sont en gros les fascistes. Hein, voilà. Alors ensuite, vous avez peut-être une sous-catégorie aussi qui est l'interprétation proprement anarchiste, qui consiste à voir dans cette lutte qualifiée lutte de classe par le Comintern, bien sûr. Dans cette lutte, pour eux, c'est une révolution collectiviste. Essentiellement, la guerre d'Espagne est vue par les anarchistes comme une révolution collectiviste contre le capitalisme en fait. Bien. Ensuite, du côté du camp national, et essentiellement après l'arrivée, donc lorsque le camp national l'a emporté, il y a on va insister énormément sur les violences, le fanatisme antireligieux, le fait que l'armée unie avait défendu finalement la civilisation contre la barbarie soviétique, etc. Maintenant, vous avez une troisième catégorie d'interprétations qui sont plus consensuelles, disons, qui consiste à dire il y a des causes cet événement, des causes structurelles et des causes bien sûr conjoncturelles, mais il est difficile de dire la part à la fois des causes structurelles et des causes conjoncturelles dans l'enchaînement des événements. Ce qui est plus important, ou ce qui est très important, c'est l'incapacité en fait de la classe politique, l'incapacité des partis politiques au sens large à gérer, à résoudre les grands problèmes, les grands problèmes de l'époque. Et là encore, on a deux personnalités qui ont joué un rôle absolument que je considère qui ont une lourde part de responsabilité. C'est Manuel Azaña, qui est donc le libéral jacobin, qui sera impliqué d'ailleurs dans la révolution socialiste de 1934. Et puis le président de la République, Niceto Alcalá Zamora, l'un est un libéral de gauche, l'autre plutôt un libéral centriste de droite, le président de la République. Ces deux hommes se détestaient et ont tout fait pour se détruire. Et et ça a été aussi un terrible problème pour la République espagnole. Donc voilà,
voilà pour les principales interprétations. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de connaître la situation, bien sûr, en France, comment le phénomène a été perçu par les historiens français. Là, bien sûr, le conditionnement, il y a un conditionnement important. Nous avons eu en France énormément d'exilés républicains qui ont vécu, surtout en particulier dans le sud de la France, et qui ont investi souvent les universités, les milieux académiques. La première génération, la génération issue des exilés, à telle enseigne que, par exemple, à partir des années 60, en 1962, il y a une association des hispanistes français qui est créée, et l'association des hispanistes français est créée essentiellement par des gens qui se définissent pro-républicains, pro-Front populaire, et qui sont essentiellement donc des communistes, des socialistes, qui défendent la ligne Largo Caballero, la ligne bolchevique, beaucoup moins d'anarchistes, et puis quelques libéraux jacobins. L'exemple archétypique, c'est Manuel Tuñón de Lara, qui sera un universitaire, qui aura une influence très grande sur l'université française, et qui est un ancien, qui est un communiste en fait, qui a vécu la guerre d'Espagne, et qui va enseigner dans la petite université de Pau. Et pendant des années, il aura une influence considérable sur les hispanistes français. Un agent d'influence terrible. Voilà, les principaux... un point clé, les principaux auteurs, les auteurs connus pendant les années 60, 70 et même très tardivement, jusque dans les années fin 80, on peut dire qu'il y a 3 auteurs qui sont connus. Pierre Vilar, qui est un communiste, qui est le vice-président de l'association France-Cuba, et puis 2 trotskistes qui sont Pierre Temim et puis l'autre nom, son nom m'échappe, Brouet, Pierre Brouet et Émile Temim. Pierre Brouet qui est un trotskiste. Donc les 3 vont avoir également une influence considérable sur l'enseignement, la formation des historiens intéressés par la guerre d'Espagne. Il faut dire que sur ce terrain, les Français, ils ont leur lecture idéologique là, que vous venez d'évoquer, mais en France, on n'a pas beaucoup de travaux d'envergure, de synthèse ambitieuse sur l'Espagne. C'est plutôt dans le monde anglo-saxon que l'on va trouver des gens plus intéressants. C'est exactement ce qui s'est passé. On va trouver comme vous dites, des gens, des auteurs importants à partir des années 60. C'est-à-dire que jusqu'aux années 60, il y a une histoire très partisane des deux côtés, évidemment. À partir des années 60, on a une première tentative de synthèse critique et d'essai d'objectivité de la part d'auteurs anglo-saxons. Et essentiellement Hugues Thomas. Alors Hugues Thomas, à l'époque, quand il fait son livre, est séduit par la tendance Largo Caballero, qui est le socialiste bolchevisé, dont je parlais tout à l'heure. Hugues Thomas, c'est un travailliste sur le plan politique. À ce moment-là. Et Hugues Thomas, ensuite, va évoluer, puis ensuite il aura de la sympathie pour Manuel Azaña, et enfin, il finira Lord et écrira les discours de Margaret Thatcher. Parcours comme un autre. Il y en a eu quelques-uns comme ça. Voilà. Alors, un autre auteur extrêmement intéressant, c'est Burnett Bolioten, qui a écrit un livre aux États-Unis, traduit en espagnol et en France, Le Grand Camouflage. Et Le Grand Camouflage, c'est en fait en France, ça a été traduit en 77, des années après, sous le titre La Révolution espagnole, la gauche et le pouvoir, et la prise de pouvoir. Et en fait, Bernard Bolioten a de la sympathie pour les anarchistes, mais il est extrêmement sévère et critique. Très critique des communistes qui se sont emparés des rouages du pouvoir pendant la guerre civile. Donc c'est une mine. Malheureusement, le livre est passé, bien entendu, totalement inaperçu en France, du fait que culturellement, les historiens français, ce qu'appelait Chonu, appelait le lobby des hispanistes militants. De ce fait, son livre
livre est passé inaperçu, ce qui est quand même terriblement dommage. Mais d'ailleurs, ce qui est révélateur, c'est que quand vous dirigez vous-même La guerre d'Espagne revisitée aux éditions Economica, les collaborations, ce sont des collaborations espagnoles qui interviennent après la mort de Franco, où là, les historiens espagnols ont pu prendre de la distance et réaliser des synthèses véritablement novatrices. C'était juste au moment, juste après la transition, donc quand j'avais préparé ce livre, et en fait, évidemment, je souhaitais publier ce livre en 86, La guerre d'Espagne revisitée, mais il n'était pas évident de trouver une maison d'édition, et je dois dire que je dois à Pierre Chonu d'avoir pu trouver un éditeur. Et là, mon intention était de donner la parole à un certain nombre d'auteurs qui, bien entendu, en France, étaient totalement mis sous le boisseau et puis méprisés, on les rejetait d'un revers ou en disant bien sûr comme toujours que ces gens-là n'avaient pas de culture, pas de méthodologie, enfin les arguments, les insultes classiques. Parce qu'ils ne pensaient pas bien. Dans ces auteurs... C'était pas franchement le cas, je pense, notamment l'analyse de la question de Guernica. Notamment par les frères Larrazabal qui avaient fait des travaux excellents sur le sujet. Il y avait aussi l'ancien ministre de la Culture de Juan Carlos, académicien, donc Ricardo de la Cierva. J'ai d'ailleurs ensuite... Luis Suarez Fernandez aussi, qui est une des grandes figures Fernandez, absolument, qui est lui aussi, qui est un spécialiste, un médiéviste aussi, un spécialiste du 15e siècle, surtout plus... 14e, 15e, mais qui avait fait qui a écrit aussi sur cette période. Alors en France, quand même, il faut ajouter qu'il y a des auteurs, il y a quand même eu des auteurs qui ont fait un réel effort, notamment Guy Hermé, et puis Bartholomé Benassar, qui lui est de tendance, le dit franchement, il a de la sympathie pour Manuel Lasagna, mais il a essayé quand même de faire un travail objectif. Et ce qui lui a valu d'ailleurs les critiques acerbes de certains de ses collègues adeptes de l'histoire militante, ou de l'histoire semi-militante, semi-scientifique, disons. Comme dans l'autre camp, en fait, en France, comme on a bien entendu, on n'a jamais traduit aucun auteur espagnol, donc ces auteurs étaient inconnus. Bon, cela dit, il faut quand même ajouter que les grands auteurs, les grands auteurs espagnols, même du camp proche ou sympathisants avec le Front populaire, n'ont pas été traduits non plus, parce que les professeurs français aiment bien conserver leur querencia comme en termes de tauromachie. Il y a une très faible tradition dans l'université française d'intérêt pour l'histoire contemporaine espagnole. C'est vrai. On a de grands historiens qui sont intéressés au siècle d'or. Vous avez parlé de Benassar, on peut citer Joseph Pérez. On en a eu auparavant comme Henri Lapeyre, il y a eu Chonu en son temps, hein. Mais sur l'histoire contemporaine de l'Espagne du 20e, je pense surtout aussi la question était terriblement verrouillée, il faut bien dire. Alors donc, bien sûr. À partir de là, il était difficile d'apporter un peu d'air frais dans ce milieu. Alors il y a quand même actuellement, il y a un jeune qui lui est proche on sent de la sympathie envers Largo Caballero, le socialiste. C'est Gaudichaud qui écrit je ne sais plus s'il était à l'université de Toulouse ou de Bordeaux. De l'autre côté, alors finalement, c'était le désert complet. On avait bien au départ le livre, mais qui était un véritable reportage. C'était celui de Brasilac et Bardèche, mais dont la valeur est surtout littéraire plus qu'historique. Ensuite, il y a eu quelques auteurs comme Philippe Noury à un moment donné, Jean Descola peut-être, qui étaient des journalistes. Ensuite, récemment, il y a
Roussillon qui a écrit sur sur les volontaires de Franco. Sur les volontaires, oui. Excellent J'ai vu aussi un ouvrage aux éditions Via Romana. Voilà. Bon, alors en fait, moi-même, donc je disais tout à l'heure que j'avais essayé de donner la parole à un certain nombre de ces auteurs dans La guerre d'Espagne revisitée, et puis ensuite j'ai récidivé quelques années plus tard dans un numéro 25 de la Nouvelle Revue d'Histoire, et là j'ai donné la parole notamment à Stanley Penn, je vais en reparler tout à l'heure. Donc Stanley Penn, c'est un professeur américain qui est spécialiste, il co-dirige une revue du fascisme, sur le fascisme, une revue scientifique, et il est aussi très connu comme étant l'hispaniste, le spécialiste de l'histoire contemporaine. Alors, et puis j'avais là aussi, j'avais interviewé donc Pio Moa également, que j'avais interviewé. Alors pourquoi ces deux, alors je dirais un mot donc sur ces deux personnalités. D'abord Stanley Penn. Donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est un auteur qui est traduit, bien sûr, en espagnol, mais traduit dans différentes langues, même le japonais. Et en France, il a été victime de l'omerta pendant 45 ans. Ah oui, pas étonnant. Alors, pourquoi Parce que déjà, son premier livre avait été, son premier travail, donc qui était issu de sa thèse, qui était La Phalange, avait été publié par l'éditeur des exilés républicains Ruedo Ibérico, dirigé par José Martinez, qui était un anarcho-marxiste. Et à ce moment-là, Stanley Penn était de tendance, disons, social-démocrate. Et son livre avait été publié à cette époque en même temps que Southworth, qui lui était plus à gauche. Ou Gerald Brennan, voilà. Mais Stanley Penn a eu l'occasion dans sa vie, ultérieurement, d'expliquer que culturellement, pour lui, il considérait que la gauche avait été porteuse de la démocratie, qu'elle défendait la démocratie et puis le progressisme, etc. Et qu'au cours de ses études, il s'est rendu compte que dans les années 30, au contraire, la gauche avait empêché à une démocratie relativement libérale de s'installer. Parce qu'il faut bien dire que le mythe mobilisateur à l'époque, c'était le mythe de la lutte armée, c'était le mythe révolutionnaire. Toute la gauche unanime voulait instaurer un État socialiste, en fait. Voilà, c'est pas seulement les communistes. Donc, raison pour laquelle il y avait eu ce soulèvement en 1934, soulèvement dans toute l'Espagne et soulèvement contre la République qui était alors gouvernée par le Parti radical et seulement appuyé par la CEDA, parti libéral catholique. Donc, mais c'était quand même, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les radicaux seront poursuivis par les Tchékas pendant la guerre civile. Et leurs principaux et 3 de leurs ministres seront d'ailleurs accusés d'avoir participé au soulèvement, alors sans la moindre preuve, et condamnés et exécutés. Donc voilà pour Stanley Penn. Donc Stanley Penn, quelques années plus tard, c'était bien des années plus tard, en 2009 donc. En 2009, je trouvais quand même absolument injuste que ces travaux ne soient pas publiés en France, et c'est donc je me suis mis en quête d'un éditeur, et là j'ai pu publier son livre La guerre d'Espagne, sous-titré L'histoire face à la confusion mémorielle. Alors, aux éditions Le Cerf. Et c'est un livre qui est dans la collection de Courtois, Démocratie et totalitarisme. Voilà. Et voilà, donc le livre a marché très correctement, et c'est un livre excellent, et j'ai l'honneur d'en faire la préface. Bien. Maintenant, évoquons Pio Moa. Alors Pio Moa, c'est un tout autre cas. Je me souviens avoir participé c'était peut-être en 2006, une émission sur la chaîne Histoire, qui était dirigée à l'époque par Buisson, je crois. Et toujours. Et voilà en présence il y avait Zemmour, Anne Hidalgo,
Benassar, Godichaud et moi-même. Et donc on avait juste évoqué Pio Moa et je me souviens que Benassar s'était empressé de dire c'est un provocateur. Bon, alors là il faut quand même mettre les choses au clair. C'est pas aussi simple. Et Stanley Payne, par exemple, considère qu'il a le mérite d'avoir apporté un peu d'air frais, et il dit ce qu'il conviendrait, c'est au lieu de l'insulter, il conviendrait de discuter de ses thèses, si on n'est pas d'accord, de le faire avec d'autres arguments que, dit-il, que la censure de l'Italie fasciste ou des pays soviétiques ou de l'URSS. Alors, Pio Moa vient effectivement du Grappo, c'est-à-dire un mouvement qui était à l'époque très antifranquiste. Alors, alors pour faire bref, en 2 mots, il vient du maoïsme et il a changé totalement d'idée en analysant les archives de la Fondation Pablo Iglesias, archives socialistes. Et évidemment, il a eu la chance de pouvoir y accéder puisqu'il était d'extrême gauche. Et c'est alors qu'il a complètement changé d'avis et il a fait, au départ, par tout un concours de circonstances, il a publié un bouquin qui s'est vendu à 200 000 exemplaires, qu'on devait traduire et publier chez Taillandier en 2007, mais Taillandier a préféré publier un livre préfacé par Bourderon et avec un discours d'Anne Hidalgo qui est issu d'un colloque actualité de la guerre d'Espagne, passé actualité de la guerre d'Espagne, sous l'égide des amis des combattants de la République espagnole. Voilà. C'est un choix révélateur. Merci pour tous ces éclairages, Arnaud Imaz, concernant la guerre d'Espagne. Je rappelle donc le livre de Stanley Payne, qui s'intitule La guerre d'Espagne, entre histoire et confusion mémorielle aux éditions du Cerf. Merci, chers amis téléspectateurs, et à la semaine prochaine.